Eh bien bonjour à tous, nous sommes mardi et c'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine. La nouvelle expression parle du 6 avril 1984, la prophétie des putschistes, c'est le grand titre du journal. Le journal est donc revenu sur le dossier ce matin en page 2 et 4. Et le journal parle également d'Ali Mayatou, vaincu par Corona. On peut lire tout ça en page 5, fonds Covid-19, des documents à explorer. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Il y a donc 29 ans, ce que révélait Ayatou, à lire également dans le journal ce matin. Et à l'ouest, on parle également des électriciens en colère. Tout cela contenu dans le journal La Nouvelle Expression. Le journal Vision économique en se parle de crise énergétique avec les consommateurs qui dénoncent un complot contre la sécurité de l'État. C'est un article à lire en page 3 du journal qui parle également des finances publiques. L'État du Cameroun prévoit donc environ 871 milliards de francs CFA pour relancer son économie. C'est à lire en page 6. Le journal parle également de la CAN de Cameroun 2021 avec le journal la CAF qui veut donc confier les tests Covid des joueurs à une instance indépendante. C'est à lire dans le journal en page 11. C'est Vision économique en kiosque ce matin. Le journal Émergence parle de nécrologie. Qui était Alim Garga Ayatou? C'est une question. La suite est à lire dans le dossier proposé par le journal. Le journal parle également de 2 camions tchadiens faussement immatriculés saisis dans le Nord. C'est dans le numéro de ce matin, parlant de transport. Le journal Le Jour parle de nécrologie. Ali Mayatou est décédé. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Et à Yaoundé, on parle des malades sous dialyse qui manifestent dans la rue. C'est ce que le journal propose. Et le journal parle également d'autres faits que je vous invite à lire ce matin. Et puis Éco-Santé parle de nécrologie. Adieu, Sa Majesté Ali Mayatou. C'est le numéro de ce matin. Je vous invite à lire tout un dossier et avec d'autres sujets concernant la vaccination BCG en rupture de stock au Cameroun. C'est une autre alerte également que fait le journal ce jour. Mutation parle donc de Dieudonné Taguep Wandi, mon 6 avril à moi. C'est à lire dans le numéro de ce matin. C'est un ancien gendarme, un gendarme à la retraite si vous le voulez, qui parle également de ce qu'il a fait. En tout cas, ce jour-là et à cette époque précise, il a pu défendre également quelques intérêts du président Paul Biya. C'est ce qu'il dit dans le journal en page 5 de Mutation ce matin également. Et puis Cameroun Tribune parle de lutte contre le discours haineux. La carte jaune, c'est le journal qui propose le sujet et d'autres intérêts également ce matin. Ali Mayatou est mort, c'est ce que le journal propose aussi. Et le journal L'économie quotidien parle donc de l'égalité dans le secteur bois avec l'UE et l'Allemagne qui doutent notamment de la fiabilité des CIGIF 2. Et là, on peut découvrir le dossier ce matin également. On parle aussi du commerce vers la hausse des exportations de bananes au deuxième trimestre 2021. C'est le journal qui propose également l'autre sujet ce matin. Voilà ce que la presse nous propose pour ce qui est donc de la presse parue à Douala ce jour. Et avec Donald Brice Kamga qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Flavien Valondongo, bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à Camille Nélé qui est avec nous ce mardi. Comme tous les mardis matins, nous sommes ravis d'être là. Nous espérons pouvoir édifier nos téléspectateurs pendant ces 20-25 minutes. Voilà, merci d'être là ce mardi, comme tous les mardis d'ailleurs. Bonjour Camille Nélé. Flavien Valondongo, bonjour. Donald Brice, bonjour. Je vous renvoie à la politesse. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais un bonjour spécial à Calix Biala, qui m'a dit hier qu'elle suit avec délectation chaque matin la revue des grandes unes. D'où qu'elle se trouve, que ce soit à Paris, à Rome et tout ça, elle suit d'abord la revue des grandes unes. Très bien. Merci et bonjour à Calix Biala. C'est une aînée en tout cas, comme on le sait. Alors, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets. D'abord, la nouvelle expression qui est revenue sur le 6 avril, en rappelant en tout cas ces moments tristes qu'a connu le Cameroun. Les prophéties des putschistes à découvrir dans le journal ce matin, 37 ans après. On voit bien que le message des mutins dans le contexte de l'opération Épervier ralentit ou tout au moins retentit aujourd'hui comme une véritable prophétie. Vous savez, nous sommes dans le domaine de l'histoire. Et avec l'histoire, il faut y aller avec beaucoup de précautions. Parce qu'il faut toujours tenir compte du contexte d'abord. Et ensuite maintenant de la réalité. Et vous savez très bien que je ne vous apprends pas que quand des éléments de l'armée réalisent un putsch,
leur premier objectif, leur première justification, c'est d'abord de dire que ce régime était un régime pourri. On l'a même vu même avec Sankara, qui demeure une icône inoxydable de l'Afrique, quand au lendemain de son exécution barbare, on a trouvé ceux qui ont pris le pouvoir pour parler de la rectification, ont présenté Sankara sous un angle absolument hideux. Donc, quand on revient sur ce message des putschistes, il faut prendre ce message-là avec beaucoup de circonspection. Moi, quand j'en parle parce que moi, j'ai vécu le jour du putsch. À l'époque du putsch, en avril, le 6 avril 1984, j'étais journaliste, j'étais rédacteur à la Gazette. Et je peux même vous dire que je suis allé à Yaoundé faire un reportage sur ce qui est resté, le décor. J'ai pris les photos saisissantes que j'avais publiées à la Gazette, parce que la Gazette avait réalisé un article absolument édifiant. Qu'est-ce que vous reprochez à ces messages? Non, je n'ai pas de jugement à apporter. Le message parle d'un régime prévaricateur, un régime qui est pressé de se remplir la poche, un régime corrompu, un régime et tout ce que vous voulez. Le problème, je ne questionne pas, je n'analyse pas. Mais il faut dire que le putsch du 6 avril intervient moins de 2 ans après l'accession de Paul Biya à la présidence de la République. Il a accédé au pouvoir en novembre 82 et le putsch se passe en avril 84. En avril 84, ce qu'il faut revenir, et ça ce sont les faits qui sont têtus et incontournables. C'est qu'au moment où M. Ahidjo quittait le pouvoir, il y avait à la présidence de la République ce qu'on appelait la garde républicaine, qui a été dissoute par la suite, qui est devenue la garde présidentielle, mais ça s'appelait la garde républicaine. Et cette garde républicaine avait une spécificité bien particulière, c'est que 90% de ces éléments étaient origine du Nord, et notamment de l'extrême Nord. Donc, c'était une garde prétorienne qui est restée, et beaucoup de personnes avaient demandé à M. Biya de changer cette garde, parce que cette garde-là était la garde d'Ahidjo, c'était une garde qui ne pouvait que lui être fidèle. Mais il faut dire que la situation après le départ d'Ahidjo, et notamment après le clash qu'il y a eu entre Amadou Ahidjo et Paul Biya en 1983, il y a beaucoup de gens qui lui ont dit « changez cette garde-là ». Change cette garde, pendant qu'il était encore en train de réfléchir. Il y a eu une première affaire, l'affaire Salatou Ibrahim. Salatou, qui était le porte-fanion d'Ahidjo, et l'autre qui était, bref, les deux collaborateurs très proches de la sécurité d'Ahidjo, qui avaient été arrêtés ici au Cameroun et qui avaient été accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Moi, je me souviens, j'avais fait une analyse sur cette situation, je m'étais posé beaucoup de questions. Ils ont été arrêtés, emprisonnés, et on a ouvert un procès. Et au terme de ce procès, Ahidjo avait été condamné à mort. Bien, maintenant, que s'est-il passé exactement? Les putschistes, ceux qui étaient l'âme de ce putsch, avait-il agi sous l'impulsion d'Ahidjo? La question reste posée, parce que beaucoup d'historiens estiment et disent que Ahidjo était à là, et quand on regarde leur démarche intellectuelle, il n'y a rien qui les relie à Ahidjo. Mais ce que les gens estiment que Ahidjo a constaté qu'il y a des choses qui ne marchaient pas et qu'il voulait revenir aux affaires. Revenir aux affaires, non, je ne pense pas revenir. Il ne l'a pas dit de manière formelle. Il n'a pas dit de manière formelle. Et peut-être la petite erreur, je vais dire, langagière qu'il a commise au moment où le coup d'État était en train d'être commis. On lui avait dit qu'est-ce qui se passe. Il dit que ce qui se passe à Yaoundé est extrêmement grave. Mais si ce sont ses partisans qui ont gagné. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont dit que peut-être que c'est lui. Mais il a bien dit si ce sont mes partisans. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce coup d'État était suivi depuis plusieurs mois. Parce qu'après l'arrestation de Salatou et Ibrahim, il y avait des services secrets qui avaient été mis en marche pour essayer de comprendre ce qui se passe ou s'il y avait encore autre chose. Et effectivement, je vous donne un élément très très important. Un élément très important que beaucoup de personnes ne connaissent pas et que même ceux qui avaient été les acteurs de la répression de ce coup d'État ne disent pas ou n'osent pas dire. C'est qu'en fait, on avait compris qu'il y avait un coup d'État qui était en train de se préparer. Et ce coup d'État-là, l'un des conjurés avait dénoncé le coup d'État, avait donné les noms des personnes et avait donné même les dates et lieux des réunions. Ce qui se passait, c'est qu'on les a suivis. Et l'autre chose qui a abouti à l'échec de ce putsch, c'est que progressivement, parce que le camp de la garde républicaine était à Obili, là où se trouve la garde présidentielle aujourd'hui. Et à Obili, il y avait une logistique absolument spéciale. Et cette logistique avait été dégarnie petit à petit. On sortait chaque jour des munitions, on sortait des armes dont on enlevait les percuteurs, de telle manière que si jamais
les putschistes passaient à l'action, ils n'allaient pas tenir un jour ou deux, et puis de toute la manière, ils allaient être à court de munitions. C'est pour cela que ce sous-officier de gendarmerie, qui faisait partie de la garde républicaine, qui a vendu les putschistes, est le seul qui reste encore en fonction aujourd'hui. Donc, les putschistes avaient été vendus par l'un des leurs. Donc, c'est une histoire. Si on va au fond, dans la relation. D'accord. Dans la relation l'expression est revenue ce matin également en donnant la parole justement à quelques anciens qui révèlent un peu ce qu'ils ont vécu. Donald Briskanga, c'est la même lecture que vous faites de ce travail fait par la Nouvelle Expression? Écoutez, la Nouvelle Expression refeuillette un peu les pages de l'histoire. Et le journal parle de la prophétie parce que, à ses yeux, en retraçant le film des événements, et les éléments de langage qui étaient contenus dans le discours des putschistes, on a quelques liens avec l'actualité, notamment l'opération Épervier. Vous savez qu'après la prise du pouvoir en 82 par le chef de l'État camerounais, successeur constitutionnel de son prédécesseur, l'accession au pouvoir, Amadou Ahidjo, il y a un certain nombre d'événements. Camille a commencé à évoquer un certain nombre tout à l'heure. Il y a notamment ces rapports qui deviennent très tendus avec l'ancien chef de l'État, qui parle d'un complot contre le Cameroun, qui par la suite condamne à mort Amadou Ahidjo, mais aussi un certain nombre de ses collaborateurs. Camille a évoqué tout à l'heure notamment Salatou Adamou, qui était très proche de l'ancien chef de l'État. Ensuite, il y a également la mise à l'écart d'un certain nombre de proches collaborateurs de l'ancien chef de l'État, mais aussi la modification de la Constitution avec la suppression du poste de Premier ministre. On voit donc une volonté de renforcer son influence autour de lui. Cela a été exacerbé par la mise à l'écart, le renvoi d'un certain nombre de hauts cadres de l'armée. Et c'est l'ensemble de ces faits-là, un certain nombre de hauts cadres de l'armée qui étaient évidemment proches de l'ancien chef d'État et originaires de la région, la grande région du Nord, comme on l'appelait avant. Et tout cela a exacerbé les tensions et a abouti donc à ce coup d'État, à cette tentative de coup d'État du 6 avril 1984. La Nouvelle Expression a republié ce matin le discours lu à la radio d'État à l'époque par les putschistes qui disaient trivialement que ceux qui sont arrivés au pouvoir et conduits donc par le chef de l'État Paul Biya à l'époque étaient là pour se remplir les poches, que c'était prévaricateur de la fortune publique et qui n'avaient pas en cœur l'unité et le bien-être des populations. Alors, plus de 30 ans après, le journal indique avec des éléments de fait, notamment sur les hauts cadres de l'administration qui sont en prison, l'opération Épervier et l'ensemble des controverses qu'il y a autour, que le discours tenu à l'époque par les putschistes garde toute son actualité au regard donc de ces dérapages qu'on observe dans la gestion de la fortune publique. Alors, il y a Mutation également qui a donné la parole à Dieudonné Tanguep Wandji, qui dit sa part de vérité également. Lui qui était un ancien, aussi, il est un gendarme à la retraite aujourd'hui, mais reconverti en pasteur, et qui raconte également ce qu'il a fait pour défendre aussi les couleurs du pays, parce que c'était des moments aussi tristes et violent, selon bien entendu le journal. Et là, avec Saint-Éloi Bidong, qui évoque aussi les dents d'un lion qui dévore ses lionceaux. Je pense qu'en parlant de l'histoire, il ne faut pas mélanger les gens. Il ne faut pas mélanger non plus les époques. Il ne faut pas estimer que les putschistes avaient une boule de cristal dans laquelle ce qu'ils annonçaient il y a en 1984 se passait à cette époque-là. Non. Le régime Biya, le système Biya n'était en place que depuis 1 an et demi. Donc, et quand on regarde, on va jusqu'au fond, parce qu'il faut... Quelles sont les personnes, quels étaient les cerveaux du putsch? C'était 2 civils et ensuite les militaires. Mais ce qu'il faut retenir... Qui ne pouvaient pas que faire l'affaire, et pas les seuls. Il y a bien d'autres personnes qui étaient... Je dis donc des civils et des militaires. Des civils qui étaient les cerveaux même. Les militaires étaient des exécutants. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on va chercher les raisons, même les raisons profondes de ce putsch-là, elles sont multiples. Elles sont multiples. Il y a la frustration, il y a des tas d'autres choses. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que l'exécution de ce coup d'État et la suite a été d'une brutalité extraordinaire. Parce que le putsch a été rapidement
noyauté, on a arrêté des gens, et on a arrêté des gens un peu partout, n'importe comment. Ça a été vraiment une sorte de curé où il suffisait que vous portiez une gandoie pour qu'on vous arrête. Je peux même vous dire qu'il y a des personnes qui ont échappé à cette grande nasse, notamment Mara Famille Juaya, qui n'était à l'époque employée à la SNH, mais qu'on a arrêté tout simplement parce qu'il s'appelait Yaya et on l'a monté sur le bus pour l'emmener à Malmayo. Il n'a dû son salut qu'à la générosité d'un général qui a dit non, ce garçon là je le connais. Mais je peux vous dire qu'il y a eu énormément d'abus. Des abus perpétrés par ceux qui étaient en train de procéder à une justice expéditive. Il y a des tas de gens qui n'avaient rien à voir avec ce putsch qui a été arrêté, jugé superment et exécuté. Il y a des gens qui sont retrouvés là-dedans alors qu'ils ne savaient rien du tout. Il y a une justice... les gens l'ont qualifié de justice martiale, mais c'est une justice expéditive qui a laissé énormément de séquelles. Il y a des centaines de personnes qui ont été arrêtées, qui ont été internées pendant des années et qui ont été relaxées 8 ans plus tard. Et parmi les personnes arrêtées et qui sont retrouvées en prison, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a M. Niat Njifenji, qui était directeur de la SONEL à cette époque-là, mais dont la secrétaire, il avait été arrêté parce que sa secrétaire particulière, Madame Suzanne Lecaille, était une confidente de Madame Aïdjo. Et Niat a été arrêté en même temps que les putschistes. Il a été relaxé par la suite. Donc, vous savez, lire l'histoire de ce putsch, c'est-à-dire que c'est une très très un grand kaléidoscope de clichés, de réalités, d'abus, d'approximation. Mais c'est un drame dans l'histoire du Cameroun qu'il ne faudrait pas... Mais puisque nous sommes à un jour de rappel de mémoire, des faits, en fait, avec la presse ce matin, chaque journal a utilisé en tout cas son angle de traitement pour rappeler quand même ces moments tristes aussi, Donald Brice. Oui, et peut-être en tirer quelques leçons au regard de l'actualité et de la façon dont la suite des événements a été gérée. On voit très bien que le régime n'a pas encore pardonné à ceux qui ont tenté de renverser le pouvoir à cette époque-là, même s'il y a eu entre-temps une loi d'amnistie en 82, en 91. La chasse à l'homme menée contre certains anciens cadres, d'anciennes personnalités impliquées ou soupçonnées d'impliquer dans ces événements-là en dit long. On a récemment le cas de Guérandi Bara qui était pourchassé jusqu'au Burkina Faso, un certain nombre de têtes de cette tentative manquée de coup d'État. Il y a ce gendarme Aki Mutation dans la parole ce matin qui dit avoir joué un rôle important dans... Il attend toujours d'être compensé. Par la République. Donc l'ensemble de ces faits-là montre qu'il y a une certaine méfiance entre le pouvoir et ceux qui sont accusés d'avoir été impliqués dans ces événements qui ont fait officiellement 70 morts, qui d'après de nombreux observateurs à l'époque avaient fait près de 500 morts. D'accord. Oui, alors, Camille, on va évoluer. Non, je voulais... Vraiment, on va évoluer. Oui, je sais, je voulais ajouter quelque chose d'assez important. C'est que jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé les corps de leurs personnes qui ont été exécutées et enterrées sommairement. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes dont les biens ont été saisis qui n'ont pas été restitués. Jusqu'aujourd'hui, même, il y a eu une sorte de vindicte, parce que notamment les biens, par exemple, les maisons du président Amadou Ahidjo ont été pillées par des gens, pas forcément par la volonté d'État, mais par des gens qui sont arrivés et qui les ont transformés, qui ont tout pris et tout arrangé. Donc, vous savez, les suites, les séquelles du putsch du 6 avril sont énormes et vont dans toutes les directions. C'est pour ça que quand il faut en parler avec beaucoup de circonspection, mais en faisant la part des choses. Il n'y a pas d'émotion en toute façon. Non, pas d'émotion. Voilà, donc, avec lors de ces premières années, le chef de l'État camerounais demandait à ceux qui accusaient son régime d'avoir fait de la prévarication de la fortune publique un principe dans la gestion des affaires publiques. Où sont les preuves? Je crois que 30 ans après, cette question a une réponse évidente. Mais de là, Brice Kamgang, au moment du putsch, le président il en avait fait qu'un an et demi. En un an et demi, je ne sais pas s'il y avait déjà la prévarication. Bon, c'est ce qui est évoqué en tout cas. Lorsqu'on parcourt le dossier proposé par la Nouvelle Expression ce matin, on constate justement que ceux qui étaient ou qui arrivaient avaient pour seule ambition de piller les caisses de l'État. Alors, donc la Nouvelle Expression propose tout un dossier. Il y a également Mutation qui est revenu sur le sujet ce matin. Mais un autre sujet qui fait le tour de la presse, il s'agit du décès de Halim Ayatou, qui est donc Halim Garga Ayatou, qui est décédé hier, 5 avril 2021. Oui, on a appris hier de Covid, la disparition
du désormais ancien secrétaire d'État à la santé en charge des épidémies et des pandémies au ministère de la Santé publique. Il était en fonction depuis 1996, ça fait quoi, 23 ans, 23-24 ans par là. Son nom collait un peu à cette fonction qu'il a exercée depuis ces années-là. C'est un fidèle des fidèles du renouveau. Mais c'est aussi le président, on ne le voyait pas souvent, en tout cas pas assez, au regard de la fragilité de son état de santé. C'est le président du conseil des chefs traditionnels du Cameroun, puisqu'il était lui-même chef traditionnel, puisque l'Amido de Garoua, dans la région du Nord. Je pense que il aurait pu, au regard du nombre d'années qu'il a passé à cette fonction, il aurait pu se faire départir de cette fonction pour s'occuper à la fois de sa famille, mais aussi de son état de santé, puisqu'on le voyait, même pendant les sorties publiques, on voyait très bien que ses forces le lâchaient un peu, mais il est resté à cette fonction-là. Dans cette période de pandémie du Covid-19, il était un acteur clé du dispositif central de lutte contre la pandémie au ministère de la Santé publique. Son nom est souvent revenu dans la question de passation des marchés publics. Il a tiré sa revanche hier, happé par le coronavirus d'après certains journaux ce matin. Je pense que c'est un serviteur d'État qui s'en va, mais avec tout ce qu'on a donc autour comme élément d'interrogation, notamment sur la longévité d'un certain nombre de nos serviteurs présumés, supposés, à des postes de responsabilité. Alors, Donald Bus évoque la longévité, et d'ailleurs la presse aussi est revenue sur le fait. Kamine Ele, Ali Mayatou, qui passe plus une vingtaine d'années en seul poste de responsabilité, est-ce on peut parler de cette longévité qui peut avoir un impact sur son quotidien et à côté du poste qu'il occupait, d'ailleurs, qu'il s'occupait des pandémies et des épidémies au Cameroun? Mais il faut d'abord commencer par dire que Ali Mayatou, c'était un Ayatou. Et on ne peut pas dire que le nom Ayatou ne résonne pas fort dans l'histoire du Cameroun. Il y a eu un Ayatou Premier ministre, il y a eu un Ayatou président de la CAF, et même pratiquement de la FIFA par intérim. De la FIFA par intérim. Et lui, Ali Mayatou, l'Amido de Garoua. C'est une grande famille à Garoua, un grand Lamido, un grand chef, qui, les gens l'oublient aussi, en 1990 ou 91, je crois, il était à l'UNDP, malgré effectivement une certaine fidélité dont la famille Ayatou avait toujours manifesté vis-à-vis de l'UNCP, de RDPC. Lui, Ali Mayatou, a été à l'UNDP qu'il a quitté pour revenir au RDPC. Mais Ali Mayatou, moi, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est ce petit persiflage que l'on a lu dans un ou deux journaux prétendant que Ali Mayatou aurait été vaincu par le corona. Il ne faut pas coller ce genre de choses à une situation aussi grave. Monsieur Ayatou avait un peu plus de 75 ans, il était malade depuis longtemps. Bon, il est vrai aussi que le corona agit sur les personnes en situation de comorbidité, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de maladies, insuffisance cardiaque, tension, diabète et tout le reste. En cas de contact avec le virus, ça vous emporte. Mais moi, je alors, vous savez de quoi il est décédé? Non, il était très malade depuis un certain temps, depuis plusieurs années d'ailleurs. Il est malade depuis plusieurs années, ça tout le monde le sait. Il est mort hier, on devait l'enterrer hier. Mais on a fait procéder à la levée du corps hier et le corps a quitté Yaoundé hier pour aller à Garoua parce que, étant l'Amido, on devait l'enterrer dans son Amida. Et maintenant, selon les principes de l'islam, vous savez très bien que c'est très rigide. On l'enterre avant le coucher du soleil, mais malheureusement, entre Yaoundé et Garoua. Bon, donc, on l'enterre aujourd'hui. Mais Ali Mayatou, c'est un personnage qui, effectivement, a fait de vieux os dans le département ministériel qu'il occupait. Ben, vous savez, c'est Paul Biya qui nomme ces gens, c'est Paul Biya qui les maintient, c'est Paul Biya aussi qui les démet. On ne pourra jamais savoir pourquoi il a gardé aussi longtemps dans ce seul poste. Mais c'est tout comme il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui sont ministres ici dans ce pays depuis 15 ans ou pratiquement 20 ans et sans forcément faire preuve d'une super productivité. Donc, je pense qu'il serait inélégant de gloser sur sa longévité à la tête de ce secrétariat
d'État. Mais toujours est-il que M. Ali Mayatou, aujourd'hui, il laisse l'image d'un homme qui était tranquille, un homme patriote, un homme aux multiples qualités et qui font que les populations de Garoua le regrettent amèrement aujourd'hui. Oui. Peut-être sa longévité, c'est le secret de sa longévité, puisque Camille s'interrogeait, c'est cette discrétion. Il donnait très peu d'interviews, très peu de déclarations de presse. Vous savez, le régime actuel n'aime pas ceux qui font beaucoup de bruit et qui sont un peu exubérants. Non, pour être plus sérieux, je pense que lorsque nous devons évoquer les questions d'intérêt public, il faut le faire avec froideur et donner les éléments qui peuvent permettre aux gens de tirer les principales leçons d'un fait d'actualité. Nous avons épilogué tout à l'heure sur les fonctions qu'il occupait, président du Conseil des chefs traditionnels, l'Amido de Garoua au nord, secrétaire d'État à la santé, mais on a oublié de rappeler qu'il était aussi membre du Conseil régional du Nord, puisqu'il a été élu lors des récentes élections régionales. Toutes ces fonctions-là, comment est-ce qu'on l'assume à 75 ans? Est-ce que l'ensemble de ces fonctions, au plan physique, ne rime pas un patriarche comme celui-là? Est-ce qu'il avait l'efficacité qui est attendue de ce type de fonction, de ce type de mandat qu'on a reçu? C'est l'ensemble des questions qu'il faut pouvoir se poser. Et savoir d'autres vous diront qu'on puise dans son expérience pour pouvoir améliorer certaines choses aussi. Oh, je veux bien, mais il y a des fonctions qui demandent beaucoup. Lorsqu'on est secrétaire d'État à la santé, en période ordinaire, ça demande beaucoup au plan physique. En période de crise pandémique, comme c'est le cas en ce moment-ci, ça demande encore plus. Évidemment que lorsqu'on a cette fonction-là et qu'on est membre du conseil régional au nord et qu'on est l'amido de Garoua, ça demande beaucoup en termes d'énergie. Je doute que l'efficacité soit au rendez-vous. Alors, donc on parle de tout cela, la presse est revenue ce matin, chaque tabloïd a trouvé un moyen pour dire quelque chose sur Ali Mayatou, qui est décédé, qui nous a quittés hier. On parle également du fonds Covid-19 avec des documents à explorer, donc parmi les pièces à ce qui ont servi notamment à ce qui a été lancé, ou tout au moins annoncé comme enquête. Et aujourd'hui, il y a eu l'audit qui a été évoqué également, on se rend compte qu'il y a quand même un volumineux dossier déjà produit à cet effet. Comment est-ce que l'argent est géré? Mais il faut dire que le député Ninche a été pratiquement, en a fait pratiquement un cheval de bataille. Il s'est posé des questions de manière lancinante et de manière répétitive sur la gestion de ces fonds Covid. Et on ne peut pas dire que ces questions étaient dénuées de tout sens, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que c'était clean, tout était clean là-dedans. Non, le député Ninche, certainement alerté et tuyauté par des personnes qui sont là-bas, savait de quoi il parlait. Et c'est pour cela qu'on a vu même le secrétaire général de la présidence de la République demande d'exiger la mise sur pied d'une commission d'enquête pour voir un peu plus clair là-dedans. Bon, maintenant, au moment où cette commission est en train de se lancer sur le terrain, c'est là que le secrétaire d'État à la santé, qui était lui-même l'un des patrons des épidémies et des pandémies, est en train de mourir. J'ai même lu dans un journal que maintenant on est en train de rechercher un bouc émissaire. Mais il sera difficile. Je ne sais pas si on va fatalement arriver à la conclusion que c'est M. Ayatou, puisqu'il est mort, qui était responsable de ceci ou de cela. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que il faut que les gens voient clair sur la gestion de ces fonds Covid qui font tellement de bruit et qui s'évaluent en dizaines de milliards. Des dizaines de milliards qui doivent tout simplement être dont l'utilisation doit être expliquée et explicitée. Aujourd'hui, l'enquête, la commission est constituée, les enquêtes vont se mettre en marche et on verra bien à quoi ça va aboutir. Donald Luis. Oui, la nouvelle expression publie ce matin un document qu'il avait publié avec pour prétexte la circulation des plusieurs dans l'espace cybernétique d'une correspondance de relance que le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, a adressé au ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, le SGPR avait demandé à Mme Rose Mbacha de mener un audit sur l'utilisation qui a été faite
des fonds mis à la disposition du ministère de la Santé publique dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Le SGPA lui a dit hier dans cette correspondance, il y a une correspondance qui date de fin mars, mais qui a fuité hier, qu'il faut accélérer cet audit qui est demandé par la présidence de la République, au motif que ce sont les conclusions de cet audit-là qui permettront de conclure avec le FMI un nouveau programme économique et financier. On se souvient également, je crois que Camille l'a rappelé tout à l'heure, que la Chambre des comptes de la Cour suprême a été désignée par le chef du gouvernement comme étant l'organe public qui va conduire l'audit sur la gestion des fonds Covid-19. Il est presque clair aujourd'hui que beaucoup de gens sont mis plein les poches derrière cette pandémie à coronavirus qui met à rude épreuve à la fois notre économie et la santé de nos populations. C'est théoriquement criminel, il faut le dire. Et lorsque le député Jean-Michel Ntieux a monté au créneau dans sa mission de gardien et de gendarme de la conduite des affaires publiques, un certain nombre de personnes ont tenté de le couvrir de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui que les autorités publiques elles-mêmes émettent des réserves sur la façon dont les fonds ont été utilisés, le fameux RIOCA, ainsi de suite, ils n'ont qu'à bien se tenir. De toutes les façons, est-ce que la transparence qui est attendue dans la conduite d'un tel audit sera au rendez-vous? Les batailles entre le contrôle supérieur d'État, soutenu par la présidence, et la Chambre des comptes, manifestement soutenu par le Premier ministère, est-ce que tout cela permet d'avoir la transparence qui est attendue dans la conduite de cet audit? Est-ce que ce sera conduit dans les règles là? Est-ce qu'il y a une volonté de faire éclore la vérité? De toute façon, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une équipe qui gère la situation, qui mène l'enquête. De toute façon, on saura qu'est-ce qui va en découler donc, de tout cela, de tout ce travail qui est fait. Oui, donc, absolument. La Nouvelle Expression a proposé tout un dossier ce matin, de la page 6 à la page 8. On ne va pas sortir des questions de santé pour parler également de ces malades sous dialyse qui manifestent dans la rue à Yaoundé. Oui, ils ont bloqué hier la circulation routière aux encablures du CHU. Le CHU, c'est le centre hospitalier universitaire de Yaoundé, qui est rattaché à l'université Yaoundé 1. Écoutez, la crise des kits de dialyse est une crise quasiment chronique. Ça, c'est Yaoundé hier. Avant-hier, c'était Garoua, Bertoua, Maroua et même Douala ici. Je pense que sur la question, le gouvernement refuse de trouver des solutions de fond. Les insuffisants rénaux souffrent d'une pathologie qui ne se soigne pas avec des kits qui sont des sortes de béquilles sanitaires pour eux. Il est inconcevable que depuis plusieurs années, c'est au moins la 3e année de crise qu'on vit, que le gouvernement ne trouve pas des solutions à long terme sur cette question qui est sensible. Camille Nélé, on a vu en image dans le reportage d'Equinox Télévision un homme en tenue taper carrément sur un malade qui a besoin simplement d'être dialysé et qui avait déjà passé une semaine. C'est être violent à ce niveau aussi. Ce sont des comportements inadmissibles. Ce sont des excès de zèle parfois de certains éléments des forces de l'ordre qui ne méritent pas d'être encore observés. Mais en réalité, au-delà de cela, il faut dire, et Donald Bruce l'a dit et nous l'avons souvent dit sur ce plateau, il est incompréhensible que jusqu'à présent le problème de l'absence ou de la carence des kits de dialyse soit une sorte d'ancienne qui revient à tous les coups. On parle toujours des kits qui disparaissent, des kits qui sont manquants. Et maintenant en face, qui sont revendus au quartier alors que c'est des gens qui n'ont pas de moyens. Et maintenant en face, le discours du ministre de la Santé qui promet toujours l'arrivée, qui annonce parfois grand renfort de publicité, le dédouanement de certains kits, et alors qu'en réalité le problème reste pratiquement entier. Et ça, ce sont des choses en réalité qui mettent à mal l'image du gouvernement, alors que les responsables de la santé devraient tenir ce problème à bras le corps et de manière vraiment forte. Malheureusement, cela ne semble pas être le cas. Merci. C'est le quotidien Le Jour qui évoque le sujet ce matin. Merci à vous, Donald Brice Kanga. Je vous en prie. Également Camille Nélé et à nos chers téléspectateurs. La presse est disponible en kiosque ce matin. Bonne journée à tous.